Dans le dernier chapitre, on a décrit la précession géodétique ou effet de Sitter, qui décrit la précession d'un gyroscope qui normalement devrait garder sa direction fixe dans l'espace lorsque le gyroscope est en orbite, donc en chute libre, autour d'un objet massif. On a vu que cette précession était en fait étroitement reliée à un effet de dilatation du temps, et on a mentionné qu'il y avait un deuxième type de précession qu'on appelle l'effet Lense-Thirring, qu'on va maintenant décrire. Cet effet Lense-Thirring est aussi une précession, mais qui n'existe qu'en présence d'un objet en rotation. Donc, dans le cas, par exemple, d'une orbite polaire, donc imaginez qu'on a la planète ici, ça pourrait être la Terre, qui est en rotation autour de cet axe. Eh bien, si justement le gyroscope suit une orbite polaire, la géométrie, enfin l'effet géodétique aurait tendance à faire dévier sa direction. Disons par exemple, si ça c'est sa direction initiale, l'effet géodétique aurait tendance à la faire dévier dans le plan de l'orbite, donc dans ce sens-ci. Alors que l'effet Lense-Thirring la ferait dévier en dehors du plan de son orbite, donc plutôt dans cette direction-là. Bon, c'est bien sûr un effet qu'on doit détecter avec ce genre d'orbite. Sinon, si on prenait une orbite équatoriale, eh bien, l'effet se confondrait avec la précision géodétique, c'est-à-dire ce serait dans la même direction, il faudrait pouvoir démêler les deux. Donc, on a vu qu'une sonde, Gravity Probe B, avait été lancée au début des années 2000 et qu'elle avait réussi à mesurer avec grande difficulté cet effet, cette précession géodétique et aussi l'effet Lense-Thirring. L'effet Lense-Thirring prédit que la fréquence de précession, ici c'est le vecteur vitesse angulaire de précession, est donné par cette formule où J est le vecteur du moment cinétique de l'objet massif, donc de la planète, et R est la position du gyroscope dans son orbite. Et donc cette formule indique que la fréquence de précession n'est pas la même selon les directions, en particulier selon le plan de l'orbite. Par exemple, si l'orbite est équatoriale, eh bien la position est perpendiculaire à J et ce deuxième terme disparaît, il ne reste que le premier terme. Par contre, si l'orbite est polaire, eh bien, ce terme ici est important. Il y a un facteur -3 ici qui va changer le signe la plupart du temps, sauf que, bien sûr, le produit scalaire J avec R n'est pas toujours le même. Et donc, un peu plus compliqué dans ce cas-là, mais c'est nécessaire pour pouvoir le détecter correctement dans l'expérience de Gravity Probe B. Le calcul qu'on va faire va se limiter au cas d'une orbite équatoriale et non pas d'une orbite polaire, donc c'est un peu moins intéressant du point de vue de l'expérience, mais c'est plus facile à faire. J'ai ici donné la même formule, mais dans les unités SI, ça rajoute simplement un facteur G majuscule ici et un C carré au dénominateur. Donc, pour pouvoir rendre le calcul faisable, on va faire des approximations. La première, c'est qu'on va supposer que la rotation de l'objet est lente. On n'est pas en présence d'un trou noir massif, mais d'une planète tout à fait modeste comme la nôtre. Et donc, on suppose que A est beaucoup plus petit que M. Donc, dans la métrique de Kerr, que j'ai reproduite ici comme référence, on a des termes en A et des termes en A carré. Les termes en A carré se retrouvent ici, ils se retrouvent dans ρ carré, dans delta, etc. Donc, on va complètement négliger ces termes en A carré qui sont petits. Donc, essentiellement, ρ va devenir la même chose que R, delta va être R carré moins R, RS, ainsi de suite. Donc, on va retrouver dans ces cas-là les paramètres qu'on a dans la métrique de Schwarzschild. Et la seule chose qui va survivre, c'est ça ici, c'est le terme linéaire en A. Et donc, on aurait l'élément ou la métrique suivante, ce serait la métrique de Schwarzschild, plus cette correction qui vient de ce terme. Et bien sûr, dans ce terme, on a remplacé ρ carré par R carré, et donc ça fait RS sur R fois 2A, et RS c'est égal à 2M, donc c'est comme ça, c'est pour ça qu'on l'écrit de cette manière. Bon. Ensuite, on va se mettre dans une orbite équatoriale, donc θ va être égal à pi sur 2, sinus carré θ va être égal à 1. Enfin, on va supposer que l'orbite est assez grande, donc beaucoup plus grande que le rayon gravitationnel, donc M
sur R est très petit. Ça nous permet de faire un développement, encore une fois, de cette métrique en puissance de RS sur R, qui est très petit. Donc on va simplement garder les termes linéaires et on aurait ce terme pour la composante temporelle et celui-ci pour la composante spatiale. Le reste serait comme en coordonnées sphériques habituelles et j'aurais ce terme supplémentaire ici. Donc c'est la métrique de base qu'on va utiliser pour faire notre calcul. L'autre équation importante dans cet effet, bien sûr, c'est l'équation du mouvement du gyroscope en chute libre. Donc S, souvenez-vous-en ici, S, c'est le vecteur, le quadrivecteur spin du gyroscope. Et il est déplacé parallèlement le long de la géodésique, et c'est pour ça qu'on a cette équation du mouvement pour S. Il y a une contrainte importante dans S, qui est la condition d'orthogonalité. Souvenez-vous-en, S est, au sens des quadrivecteurs, perpendiculaire à la quadrivitesse du gyroscope. Donc, au fond, dans le repère du gyroscope, la composante temporelle de S est nulle. Bon, donc, en partant de cette métrique simplifiée, il nous faut calculer la connexion affine, donc les symboles de Christoffel, ce qui n'est pas toujours agréable à faire, mais heureusement, il y a SymPy, donc on n'a pas besoin de s'en faire trop, et on obtient, là, je vous donne ma parole, on obtient ces coefficients ici, qui sont non triviaux. Donc on va partir de ça. Et donc cette équation du mouvement que je répète ici, l'équation du mouvement pour le spin du gyroscope, on va la détailler. On va s'occuper ici des composantes 1 et des composantes 3 du spin. Donc la composante 3, c'est la composante qui est le long de phi, la composante en phi, donc, et la composante 1, c'est la composante radiale. D'accord, donc on écrit simplement ces équations-là avec ces valeurs de gamma, et on obtient, je n'ai pas mis les valeurs explicites de gamma, mais j'ai uniquement indiqué les coefficients qui étaient non nuls, et on obtient ces deux équations-là. Maintenant, on va paramétrer la quadrivitesse du gyroscope de la manière suivante. On va l'écrire comme ceci. Quadrivecteur égale, donc j'aurai la composante 0 que je sors, que j'appelle U0. Je n'aurai pas de composante en R, donc je suppose que c'est une orbite circulaire, R est constant. Pas de composante en θ non plus, on est sur le plan équatorial. Et la composante en phi serait donnée par oméga fois U0. Autrement dit, oméga fois U0, c'est la même chose que d phi dt, c'est-à-dire oméga, fois U0 qui est dt d tau, et donc bien sûr, ça me donne ici d phi d tau, qui est la composante U3 que je cherche. Donc je peux paramétrer la quadrivitesse comme ceci. Quand je fais ça, et je remets ça dans cette équation-là, j'obtiens ce qui est ici. D'accord? Donc, cette équation différentielle, en fait, c'est deux équations différentielles couplées, une pour S1, l'autre pour S3. Ça fait intervenir S0, S1, S3, et bon, des paramètres comme oméga et les coefficients et U0. Bon, alors, qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? S0, je n'ai pas d'équation différentielle pour S0. Comment est-ce que je me débarrasse de S0? Mais j'utilise la condition d'orthogonalité. S scalaire U égale 0. Et donc, il faut que j'écrive, à l'aide de la métrique, justement, ce produit scalaire. Donc, j'écris ici, donc j'ai un coefficient, 1 moins RS sur R, donc c'est 1 moins 2M sur R, qui multiplie U0, S0. Tout ce que je fais, c'est écrire le produit scalaire de U avec S, n'est-ce pas, en me servant du tenseur métrique covariant pour ce faire. Et j'aurai donc aussi cette métrique, enfin la partie phi, qui va être importante, donc ce serait simplement R carré ici. Donc j'aurai ça, R carré, S3, U3. D'accord? Bon, alors ça c'est égal à 0. Ça me permet d'isoler S0. S0 est donc donné par cette relation ici, que j'obtiens simplement en isolant S0 à partir de ça. Comme ceci, et j'ai utilisé une approximation, bien sûr, où l'inverse de ça est à peu près égal à ceci. Hein. C'est un développement du binôme, encore une fois, 2m sur petit r est très petit. Donc je me sers de ça que j'injecte dans ces équations-là. Ce qui me donne, après une simplification, encore une fois, j'ai des multiplications à faire, et j'ai ça ici, où, bon,
je peux simplement faire un développement, toujours une fois en puissance de 1 sur R, j'obtiens un système de deux équations différentielles couplées, simplifiées, avec les variables S1 et S3. Bon, alors comment on fait pour résoudre ça? Donc ça, c'est donc tout le reste, en fait, R c'est constant, oméga va être constant aussi, bon, avec tout ça c'est des constantes, donc c'est vraiment un système linéaire très simple. Ce que je fais, c'est que je dérive la première équation par rapport au temps propre, parce que oui, les points sont bien sûr des dérivés par rapport au temps propre. Je dérive par rapport au temps propre ici, ça me donnerait un S3 point que je vais chercher ici, que je substitue là-dedans, et ça me donne cette équation au total. Voilà, équation du deuxième ordre, mais avec une seule variable, S1 maintenant. Et je vais de plus la réécrire en fonction de dérivées temporelles. Donc au lieu de prendre une dérivée par rapport au temps propre, une double dérivée par rapport au temps propre, je vais prendre une double dérivée par rapport à la coordonnée temporelle, ce qui me permet de me débarrasser du U0, n'est-ce pas? Parce que U0 est donné par dt des taux, donc je peux simplement ici prendre ceci, multiplier par d taux sur dt au carré, ce qui annule le U0 carré qui est ici, et ça me donne cette équation. Encore une fois, tout ça, c'est une constante, et cette constante est égale au carré de la fréquence du mouvement de S1, c'est-à-dire de la fréquence de précession, en apparence, de la composante S1. Bien sûr, donc ça me donne un mouvement harmonique. J'aurai la possibilité après ça d'écrire ma solution pour S1 en fonction d'une fonction trigonométrique qui oscille dans le temps avec une fréquence oméga prime. Je pourrais la remettre dans l'équation précédente et trouver la solution correspondante pour S3, mais au fond, ce qui nous intéresse ici, c'est la fréquence, et on l'a déjà. Donc on a oméga prime ici. Encore une fois, je fais un développement du binôme, enfin développement en série, pour garder uniquement les termes qui sont du premier ordre en 1 sur R et du premier ordre en A. Donc cette expression ici, en négligeant les termes qui sont trop petits, revient à ceci. Alors souvenez-vous, oméga carré ici, c'est la fréquence angulaire de l'orbite, donc c'est la fréquence de révolution, alors que oméga prime, c'est la fréquence de précession. Dans cette base où, bien sûr, le vecteur unitaire dans la direction phi fait un tour complet le long de l'orbite. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment oméga prime. Parce que, naturellement, même s'il n'y avait pas de précession du tout, il faudrait que la composante en phi change. Donc, si le vecteur, si le gyroscope gardait toujours sa même orientation, il faudrait que sa composante en phi change le long d'une orbite complète. Il faudrait que la période de cette précession par rapport à l'axe des phi soit la même que la période de révolution pour compenser la révolution, n'est-ce pas? Donc, autrement dit, je me répète peut-être, mais lorsque j'ai une précession de ce genre-là, pas une précession, mais un mouvement où le gyroscope est fixe, eh bien la composante en phi du vecteur spin va faire un tour complet en une révolution. Donc, il faut que je soustrais de oméga prime la fréquence oméga pour avoir la véritable fréquence de précession. J'obtiens donc cette valeur pour la fréquence de précession. J'ai deux termes. Le deuxième terme ici, alors souvenons-vous que J est égal à MA, le deuxième terme coïncide avec cette formule ici, parce que ceci étant nul, parce qu'on est dans le plan équatorial, il ne reste que ça. Le premier terme, eh bien, c'est la fréquence de précession géodétique qu'on a calculée au dernier chapitre, et qui, bien sûr, a une contribution importante le long de l'équateur. Voilà. Donc, Gravity Probe B a réussi à mesurer cette fréquence oméga, bien sûr pour une orbite polaire. Il a trouvé une valeur de 0,04 secondes d'arc par an, ce qui vérifie la prédiction de la relativité générale avec une précision de 15%, qui n'est pas idéale, on aurait préféré avoir mieux, mais étant donné tous les problèmes que cette expérience a eu, on peut se compter chanceux d'avoir ce résultat. C'est tout pour le chapitre portant sur la métrique de Kerr. Merci de votre